Salut, c'est Josiane. Bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long. Donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Aujourd'hui, c'est Fatou qui intervient. On va parler de gestion financière, quelque chose de primordial pour la santé de l'entreprise. Elle va nous dire tout ça. Donc, j'ai récolté les petites questions que vous avez posées. J'ai préparé la trame. Fatou, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment tu peux aider les porteurs de projets et entrepreneurs? Si tu as fini de galérer avec ta caméra. Bah, je te sens au niveau super là, mais c'est pas bon. Bon, excusez-moi aussi pour ma voix. Je suis un peu malade. Ah. Je suis désolée. Donc, je m'appelle Fatou. Je suis coach en finance personnelle et professionnelle. J'accompagne en particulier les femmes à mieux gérer leurs finances personnelles, à reprendre le contrôle de leurs finances personnelles et le contrôle de leur vie en même temps. Je les accompagne à trouver les moyens d'accomplir leur objectif, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pour faire des investissements. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs dans la gestion de leurs finances, dans la gestion financière de leurs activités, pour leur permettre d'être plus rentables, de se développer mieux et d'être pérennes. Voilà, en gros. C'est important de souligner que tu interviens, si je ne me trompe pas, sur un aspect et personnel et professionnel. C'est-à-dire autant avec les entrepreneurs que sur la gestion financière personnelle, c'est ça? C'est ça. En fait, je me suis certifiée en coaching en développement personnel pour pouvoir allier les deux, pour mieux accompagner, parce que les finances, c'est technique, mais quand on parle de finances personnelles, il y a un peu de développement. En fait, il y a beaucoup de développement personnel qui intervient, on va dire. Ouais. Et j'ai trouvé opportun de me former en coaching en développement personnel pour allier les deux, pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les accompagner dans leurs objectifs et débloquer certaines croyances, en fait. C'est clair que c'est la base de tout. Je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Donc, comment doit-on procéder pour mettre en place un business plan rentable? Alors, un business plan rentable. Quand on parle de business plan, en fait, ou l'activité qui doit être rentable. Je pense que la question sous-entend comment est-ce qu'on doit construire son projet, comment on doit poser ses chiffres de façon à ce que l'activité à la fin soit rentable. Je ne sais pas si peut-être c'est un business plan à présenter à un financier ou autre, mais je suppose que la question concerne l'activité en elle-même, sinon pas trop de sens effectivement. D'accord, oui, parce que en fait, le business plan, c'est un peu, on pose sur papier l'activité de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs. Dans un business plan, on a trois parties. On a la partie où le porteur de projet se présente, son parcours, sa motivation, ses ambitions, voilà, son CV en fait, en gros. Il y a la deuxième partie qui est le projet en lui-même, c'est-à-dire si c'est des services, on détaille les services, voilà, ou si c'est un produit, le processus de production, tout ça. On va détailler les stratégies, que ce soit les stratégies pour les ressources humaines, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, la forme juridique de l'entreprise. Quoi d'autre? Il y a l'étude de marché, bien sûr, l'étude de marché qui est très importante, l'analyse SWOT qu'on inclut dedans. Et ces deux parties-là, on va dire, c'est l'étude économique. Ils sont très importants pour pouvoir. C'est pas des chiffres, c'est vraiment des détails sur l'entreprise pour que la personne, si on présente à la banque, pour moi c'est bien détaillé que le banquier saura que la personne connaît l'activité qu'elle va entreprendre et sait où elle va aller. C'est vraiment le parcours du produit ou du service, d'accord? Et aussi on peut mettre aussi les éléments d'évolution de l'entreprise aussi.
Comme quoi, il est ambitieux. Après, on a une autre partie qui est la partie de l'étude financière. Là, ce sera tout le budget. Il y aura plein d'états financiers prévisionnels qu'il faudra inclure dans le business plan. Le budget de trésorerie, les états de financement, enfin, le tableau qu'on appelle le tableau de ressources et de besoins. Dire ce qu'on a comme capital ou comme emprunt et comment on va l'investir, en fait. On aura un tableau pour le... Oui, pardon? Est-ce que tu dirais qu'au tout départ de l'activité, il faut penser à certains chiffres clés, je ne sais pas, à surveiller pour que l'activité soit rentable? C'est-à-dire que à quoi il faut penser dans la structure de coût pour que à la fin on arrive à calculer, et d'ailleurs comment ça se calcule, la rentabilité du projet? Bah, c'est ça. En fait, j'y viens parce que dans cette étude financière-là, il faudra mettre tous ces tableaux-là sont liés. Sont liés parce que c'est du prévisionnel, mais ça découle du compte de résultats prévisionnels qu'on va inclure dans le tableau qui est le plus important. Et tous ces tableaux-là sont liés avec lui, comme la CAF, la capacité d'autofinancement, pour voir si l'entreprise est capable de s'autofinancer. Donc, dans ce tableau de résultats-là, il faudra qu'on mette en haut, ce sera le chiffre d'affaires. C'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il prévoit avoir. Et après ça, aussi des subventions, s'il a droit à des subventions, il faudra qu'on mette tout ça, qu'on prévoit tout ça. Et après, il y a les charges prévisionnelles qui vont arriver. Toi aussi, t'es malade. Oui, voilà, c'est ça. Désolée. Et là, je veux pas dire c'est le plus important parce que tout est important. Mais voilà, on va mettre les charges qui vont arriver en dessous, les charges variables, les charges fixes, les charges externes, la matière première, les produits consommables. Il y a aussi la politique d'amortissement de son investissement si on a acheté des immobilisations assez chères, comment on l'amortit, sur combien de temps. Ça joue beaucoup sur le résultat en bas. Ce qu'on va dire si c'est rentable ou pas, c'est le résultat positif ou négatif qui est en bas. Il faut faire en sorte que ce résultat-là soit positif. Que les produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et les subventions que la personne va recevoir, soient supérieurs à toutes ces charges-là qui en découlent de l'activité. Donc, c'est là où ça se joue, en fait. Il faut qu'on ait un résultat positif à la fin. Ouais. Lorsqu'on inclut donc toutes les charges et les ventes prévisionnelles. C'est ça. Lorsqu'on inclut toutes les ventes prévisionnelles, c'est le début. C'est le chiffre d'affaires. Oui. C'est le chiffre d'affaires. Ce qu'on doit recevoir, ce qu'on doit encaisser. Et aussi, les subventions, faut pas parce qu'en France, on peut avoir ça peut jouer sur le résultat. Oui. D'accord. Ça peut beaucoup jouer sur le résultat. En tout cas, les premières années, c'est très important. Et ces aides-là sont importantes parce que les premières années, c'est très dur de pouvoir être rentable. Et c'est pas évident. Donc, c'est les subventions qui vont venir quand même un peu jouer là-dessus, en fait, si on veut. D'accord. Super. Merci pour ta réponse. Et la seconde, elle rejoint un petit peu la structure de coût. La question, c'est exactement combien faut-il pour créer son labo et combien faut-il pour créer son labo et entreprise cosmétique. Après, c'est vrai que c'est difficile de mettre des coûts spécifiques parce que c'est tout par domaine. Donc, comment est-ce que on doit procéder pour budgétiser son projet? Mais c'est très bien, d'accord, c'est spécifique, mais c'est très bien parce qu'il faut connaître son activité. Déjà, pour vraiment maîtriser son activité, pour maîtriser son marché, son environnement et son cycle de production. Tout ça, il faut le maîtriser avant de budgétiser quoi que ce soit. C'est-à-dire le cycle de production, quand on parle de cosmétiques, j'y connais rien, mais je suppose qu'il faut acheter de la matière première. La matière première, ça se vend pas sur place. Il faut compter le transport. Il faut compter tout ce qui est taxé douane. Il faut compter les emballages du début et le conditionnement d'après. Tout ça vient entrer en compte dans les produits consommables et consommés de l'activité. Ensuite, il y a toutes les charges externes, c'est-à-dire la communication
la comptabilité, le juridique, le loyer, plein d'autres, les honoraires et tout ça. Mhm. Il y a les taxes. Pour parler d'environnement, ça dépend où on est. Les taxes peuvent être différentes d'un environnement à un autre. Mhm. Les impôts, c'est pareil. Donc, faut vraiment connaître son environnement, son cycle d'exploitation, sa production. Donc, tout ça vient en rentrer en compte. On a aussi, si on a fait un emprunt, quels seront les intérêts qu'on va payer? Parce Mhm. il faut vraiment regarder son plan de financement. Il y a des banques qui vont nous faire payer des intérêts bah, vraiment costauds dès le début et qui vont baisser au fur et à mesure. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mhm. Donc, il y a différentes catégories de charges qui rentrent. Tout dépend de l'activité. Si c'est une activité de négoce, c'est beaucoup plus simple parce que c'est Ok. de l'achat et de la revente. Si c'est Ouais. une activité de production de cosmétiques et tout ça, c'est plus technique. Mhm. Il y a plein de petites choses, voilà, Mhm. qu'il faut aller chercher à la. C'est facile de lister. On dit toujours qu'il faut lister de façon exhaustive tous les tarifs qu'on a, c'est-à-dire tous les coûts, mais c'est vite fait d'oublier, surtout quand, même quand on connaît l'activité, parfois on est entrepreneur débutant, on ne sait pas Oui, forcément, enfin, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, dans ce cas-là, comment le prévoir dans le tableau de financement? Est-ce que il faut se prévoir, je sais pas, des marges d'erreur, enfin, surélever les coûts? Qu'est-ce que tu préconises? on est jamais, oui, ce sera jamais du réel, ce sera toujours du prévisionnel. Mhm, Euh, mais il faut prendre aussi son temps, je pense. Ça se mhm, fait pas en une heure. mhm, Ça se fait pas en une heure, d'où le business plan qui est une étude de marché. mhm, On va fouiller de gauche à droite pour voir au maximum quelle charge rentrera dans notre activité et à quel taux. Après, moi, j'inclurais bien un coefficient de marge, j'appelle mhm, ça comme ça, qui va venir, vu comme tu dis, en taux d'erreur en fait. mhm, Il va être moindre, mais aussi, il faut l'inclure parce que quand on fait le business plan, je reviens au business plan, on mhm, le fait soit sur euh, l'étude comptable ou l'étude financière, on le fait sur 3 ans ou 5 ans. mhm. Donc, on est d'accord, la première année, ça va être un peu timide notre activité et peut-être aussi nos charges variables vont être un peu timides. Il faut imputer un coefficient dessus d'une année sur l'autre. Mhm. Et l'année suivante, on rajoute, je sais pas, 0,3% de Mhm. chiffre d'affaires, 0,3% de charge. Et pour la marge d'erreur au début aussi, voilà, il est judiciable de faire comme ça, je pense. D'accord. C'est très Merveille nous intéressant. demande, est-ce qu'il faut prouver à son banquier qu'on va vendre au moins tant de produits? Et si oui, comment prouver qu'on va pouvoir vendre tant de produits? Le marché, l'étude de marché. Mhm. Faut voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Parce que je reviens au business plan, c'est très important. Je pense que tu le sais, Josiane. Faut vraiment être méticuleux là-dedans. Quand on fait notre étude de marché, il faut vraiment voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, Mhm. aller voir leur chiffre d'affaires en moyenne. Mhm. S'il le faut, aller voir les statistiques de la région, comment ils font en fait. Mhm. Et d'où normalement, ce sera cohérent parce que les banquiers aussi, ils ont les chiffres. Ils Mhm. ont ces chiffres-là. Ils savent que dans telle région, et quand ils sont dans une région, ils savent dans telle région, le chiffre d'affaires moyen de ce secteur-là, c'est tant. Le chiffre moyen dans notre secteur, c'est tant. Alors, si on arrive avec un chiffre d'affaires qui fait 50% de plus que le secteur, ça va pas trop le faire, quoi. Ouais. Ce sera pas cohérent. Parce qu'ils ont Ouais. les chiffres de témoins. Chaque année, il y a des statistiques qui sortent. Ils savent, du coup, il faudra faire le même travail que le banquier pour que ce soit cohérent. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander pour aller enquêter sur les chiffres d'affaires d'autres sociétés ou sur leurs résultats? Euh, En détail, il y a société.fr ou je sais plus comment ça Société.com, je s'appelle. pense. Société.com. J'ai noté. Par contre, c'est payant, mais c'est société par société. Si on a vraiment une cible particulière, on peut aller là-bas. Mais il y a l'INSEE qui sort chaque année des rapports par rapport au secteur d'activité. Parce que ça Mhm. joue. Un secteur d'activité ne fait pas un tel chiffre d'affaires, ne fait pas tel résultat que notre secteur.
Donc, ils sortent toutes les données, tous les ratios, secteur d'activité par secteur d'activité. Ok, je l'ai Donc, vous noté. allez là-bas d'une manière générale, quoi. Je l'ai noté pour que tout le monde puisse voir. N'hésitez pas à poser vos questions à Fatou. Et moi, donc, je poursuis avec la prochaine question qui est comment fixer son taux de marge? Alors, son taux de marge. Attention, je vais être chiante. Il y a plusieurs marges. Là, c'est la comptable qui parle. Il y a Ici, plusieurs marges. ici, on fait Euh, référence à lorsqu'on veut établir le pricing, lorsqu'on veut établir le prix de vente de son produit. Donc déjà, comment est-ce qu'on doit faire? C'est intéressant que tu nous dises. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fixe bien son taux de marge? Je sais pas, pour que son activité soit rentable à un certain moment. Comment est-ce que c'est mhm. choisi arbitrairement ou est-ce que tu peux plus nous expliquer en détail? Pour moi, non, il faut pas le choisir arbitrairement. Mm. Déjà par rapport à notre plan de trésorerie, on fait pas, non, pardon, pas notre plan de trésorerie, mais notre compte de résultat. Si on fixe tel chiffre d'affaires, on verra si c'est rentable ou pas. Il faut que ce soit rentable dans tous les cas. On est d'accord avec ça. Par contre, j'en reviens toujours au marché. Mhm. Il faut voir ce qui se fait en moyenne sur le marché. D'accord? Mhm. Et aussi par secteur d'activité, il y a plusieurs différences. Il y a plusieurs différences. Quand on parle de marge bénéficiaire, c'est-à-dire c'est le résultat net au final, divisé par le chiffre d'affaires. On multiplie par 100. C'est ça qu'on appelle le taux de marge bénéficiaire. Le taux de marge bénéficiaire, si on est en France, la moyenne est de 3 à 4%. Si on a 5, ça commence à aller. Après, c'est à la personne de voir. On peut monter jusqu'à 10, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas gros. Mais Mhm. la moyenne en France, c'est 4 à 5. Après, il y a d'autres marges qui viennent en gestion financière. C'est ça qui est intéressant parce que c'est par palier. Il y a la marge d'exploitation brute, Mhm. qui est la marge de l'EBE. L'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, où Mhm. vraiment là, on voit la performance de l'entreprise. Toutes les autres, c'est-à-dire, on ne vient pas encore impliquer la politique d'amortissement des biens immobiliers de l'entreprise. On ne vient pas encore impliquer les finances, la politique de financement de l'entreprise. C'est vraiment l'exploitation de l'entreprise qui prédomine là. Et cette Mhm. marge-là, c'est très important. Moi, si j'avais à conseiller, c'est cette marge qu'il faudra étudier avant de venir intégrer parce que ces politiques d'amortissement, c'est d'une entreprise à l'autre. Alors que la performance de l'entreprise, on peut l'analyser avec une moyenne d'autres entreprises. Parce que Mhm. ce sera vraiment les coûts qui rentrent dans l'exploitation, là qu'on analyse par rapport à notre chiffre d'affaires. Et cette Mhm. marge-là, en moyenne, elle est de 15% en France. D'accord. Si on arrive à calculer notre EBE, notre excédent brut d'exploitation, Mhm. et qu'on le divise par notre chiffre d'affaires, en fait, qu'on Mhm. divise par notre chiffre d'affaires, qu'on multiplie par 100, si on arrive à un taux de 15%, c'est pas mal. Mhm. C'est la moyenne en France. D'accord. Voilà. Merveille demande, est-il préférable de faire un bilan prévisionnel? Je pense que tu veux parler d'un business plan, voilà, sur 3 ou 5 ans. Bah, dans le business plan, c'est compris, il faut le mettre. On- Pardon. Dans le business plan, il faut mettre un bilan soit à 3 ou 5 ans Ah, et un d'accord. compte de résultat à 3 ou 5 ans. On Elle est, demande, est-ce que c'est mieux à 3 ou à 5 ans? pour moi, 3 ans, ça va, hein. Mhm. 3 ans, c'est suffisant. 5 ans, non. Pour moi, 3 ans, c'est suffisant. Oui. Donc, Mm. Merveille, tu as ta réponse. Dis-moi si c'est ça, si j'ai bien compris la question ou quoi, parce que dis-moi. Et donc ensuite, maintenant, on arrive au moment où on n'est plus vraiment dans la prévision, c'est-à-dire on a déjà créé son activité, on a déjà son entreprise. Quels sont pour Oui. toi, déjà, comment bien tenir ses comptes
Donc, entre parenthèses, Excel, cahier, quels sont les meilleurs outils et comment est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a finalement des règles à respecter pour suivre la santé de son entreprise, la santé financière? T'en as bien parlé à ton dernier live. J'étais sortie toute seule. Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est il y a ce qui est obligatoire Mhm, et ce qui n'est pas. mhm, Ce qui est obligatoire pour les micro-entreprises, pour les auto-entrepreneurs qui sont au-dessus d'un certain seuil. Je ne sais plus si en France, si c'est, en France, je pense pour le commerce, c'est 178 000, quelque chose comme ça. Pour les services, c'est 78 000. Un truc comme ça. Je j'ai pas envie de dire des bêtises, mais quand on est en dessous de ces seuils, il faut qu'on tienne quand même. Quand on est en dessus, mhm. il faut que tous les ans qu'on délivre un bilan et compte de résultats. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand on est au-dessus de ces seuils-là et qu'on fasse notre déclaration TVA trimestriellement. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Quand on est en dessous, on n'est pas obligé de délivrer un bilan et un compte de résultats. Ah, ça coupe un peu. Ça, je t'ai perdu à un moment, Registre ça d'achat, buguait. je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je t'ai perdu à un moment, ça Hum, buguait, mais là, c'est bon. c'est bon? Oui. Donc, voilà, il faut qu'on délivre un registre d'achat, un livre de recettes Mhm, et il faut facturer automatiquement. Il faut délivrer des factures à ses clients. Donc, quand, dans la loi, en fait, légalement, il faut qu'on fasse ça. C'est le minimum. mhm, Donc, pour faire ça, je pense que quand même, on va pas attendre. Et ça, il faut le faire, il faut délivrer ces deux affaires-là, c'est-à-dire le livre et le registre, tous les 3 mois, trimestriellement. Donc, c'est d'accord. un minimum quand même de tenir ses comptes trimestriellement. Mais Mhm, on est d'accord quand même, c'est un souci d'attendre tous les 3 mois pour le faire. mhm, Euh, Ce qu'il faut faire, donc, on a parlé de l'obligation, mais moi, je conseille quand même toutes les semaines. C'est le minimum. C'est le minimum de faire ses comptes. Soit sur papier, ça se fait très bien. Même sur papier, on peut délivrer ses comptes, son registre et son livre de recettes sur papier aux impôts. Il n'y a pas de problème, ils l'acceptent. Sauf si on paie de la TVA, là, c'est autre chose. Il faut quand même un logiciel comptable affilié. Mais on peut le délivrer sur papier, on peut le faire sur Excel. Il n'y a pas de problème. Mais il faut tenir ses comptes. Je pense qu'il faut tenir ses comptes toutes les semaines. Et en dehors de ces deux états-là dont j'ai parlé, il est impératif d'avoir un plan de trésorerie sur 6 mois ou sur 12 ou sur 12 mois. Si on peut, sur 12 mois, c'est bien. Mais au moins sur 6 mois, semaine par semaine. Ça, c'est impératif de suivre quand même sa trésorerie, de suivre ses ventes, d'avoir un tableau de bord de vente, de faire un rapprochement bancaire au moins une fois par semaine, de suivre tes encaissements et s'il le faut, de faire des relances. mhm. Ça, c'est pas la compta, c'est pas l'État qui va nous le dire, hein. C'est, Oui. voilà, Mhm, mais faut quand même le faire. On ne le demande pas. On va pas nous imposer. Faut nous amener ça, faut nous amener ça. Mais c'est pour vous, c'est pour la survie de mhm, votre entreprise. Il n'y a pas à faire le tableau de trésorerie, euh, les, le suivi des clients, le suivi des encaissements et le rapprochement bancaire. mhm. Mm. Ça, Et c'est là qu'il faut est-ce faire que, au minimum une fois par semaine. oui. Comment, là, tu parles des chiffres qui sont intéressants à suivre dans notre activité, mais quand on est débutant, c'est pas évident, surtout que c'est pas notre métier, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on identifie les chiffres qui sont clés à notre activité? Comment se passe ce travail de recherche-là? Est-ce que, enfin, je sais pas, il y a des ressources disponibles où on peut voir quels sont les chiffres vraiment à suivre dans notre activité et à surveiller pour se rendre compte de la progression de l'entreprise? Oui, oui, il y a des chiffres à surveiller. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, en fait, on peut suivre ses comptes, mais le plus facile, c'est peut-être d'avoir un cahier et un stylo tout le temps sur soi. Mhm, Je vais revenir. Mais ça, c'est pour moi, parce que Excel, le logiciel comptable, c'est très bien, mais on peut sortir juste pour des courses personnelles, on trouve quelque chose qu'on peut utiliser professionnellement, on l'achète mhm, avec nos sous perso et on oublie de le mhm, noter.
Donc, il faut vraiment avoir un cahier qui devient votre meilleur ami. Vous notez et toutes les semaines, vous recensez ça pour le remettre sur Excel ou sur le logiciel, peu importe. Je disais ça. Et oui, il y a des chiffres clés. Je dirais pas des chiffres clés, mais il y a des états clés à surveiller. Ce que je viens de dire, c'est vraiment le tableau de trésorerie. Ça, et aussi le tableau des ventes. Le tableau des ventes. Parce que si on veut, en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre, il faut maîtriser quatre choses dans sa comptabilité ou dans la gestion de ses finances. Il faut maîtriser son cycle d'exploitation. C'est là qu'on maîtrisera les entrées et les sorties. Il faut maîtriser sa rentabilité, hein, si on vend ou pas. Il faut maîtriser sa trésorerie. Est-ce que quand on vend, ça rentre ou pas? Et est-ce que nous, là, il n'y a pas trop d'argent dehors? Et la dernière chose, c'est son plan de financement. C'est ce qui nous guide. C'est ce qui va nous dire, voilà, dans 3 ans, on se retrouvera là. Comment on va faire pour le financement? Ces 4 choses-là, c'est les choses vraiment importantes dans une entreprise à maîtriser. Et toutes ces 4 choses-là, on peut les retrouver dans le bilan et le compte de résultat. Il n'y a pas de souci. C'est juste des petits calculs à faire. Mais je vais insister sur les 2 points, la rentabilité et la trésorerie et la solvabilité. La rentabilité et la solvabilité. C'est 2 choses, c'est vraiment la base, c'est le fondement d'une entreprise pour moi. S'il y en a un qu'on n'a pas, c'est des risques. Si les 2 sont plus là, c'est fini, on a fermé boutique. Là, c'est sûr. Donc, ces 2 choses-là, c'est avec le tableau de résultat, avec le tableau de trésorerie qu'on voit pour la solvabilité et avec le tableau des ventes pour la rentabilité. Donc, ces 2-là, il faut vraiment les surveiller tout le temps. Je regarde si je n'ai pas manqué de questions. Donc, on arrive à la fin du live. J'ai encore une dernière question pour toi, Fatou. Alors, non, je ne pense pas avoir raté 2 questions. Donc, tu as accompagné des entrepreneurs, tu as déjà accompagné des personnes. Pour toi, quels sont les plus gros pièges dans lesquels les gens tombent ou quelles sont les erreurs fréquentes que tu vois auprès de personnes que tu as coachées, que ce soit sur la gestion financière personnelle, que ce soit sur le personnel ou que ce soit sur finalement les finances professionnelles. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dirais de faire attention, mais que tu vois beaucoup de gens faire comme erreur? Oui. Alors, oui, c'est-à-dire oui. Pour les finances personnelles, qu'est-ce que je dirais? Pour les finances personnelles, c'est plus de faire le déni, de faire l'autruche. Se dire, tout va bien, j'ai pas de soucis, même si on est à découvert de 1 000 euros, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et qu'on ne prenne pas ses comptes en main pour voir qu'est-ce qui se passe. Et le pire, c'est que plus on est dans le déni, plus on dépense. Et c'est un cercle vicieux. Donc, il y a ça en premier. Il y a la deuxième qui est vraiment l'inverse, c'est-à-dire être trop angoissé et se dire, bah non, je garde beaucoup, je dépense rien. On devient malheureux. On ne distingue pas ce qui nous fait plaisir ou pas parce qu'on n'a pas envie de dépenser. Faut prendre l'argent comme quelque chose qui est là pour nous, qu'on utilise pour nos besoins. Donc, faut se détendre. Faut réfléchir, certes, mais il faut se détendre et on dépense pour les choses qui sont utiles pour nous. Ne pas le garder dans un compte, alors qu'on peut, c'est même pas, en fait, on peut le garder dans un compte et se dire non, j'en fais rien, je le laisse là, alors qu'il y a d'autres possibilités qui sont là, qui vont encore plus nous ramener de l'argent et qu'on ne fait pas. Donc, il y a ça pour les finances personnelles. Pour les finances professionnelles, je voulais quand même dire, il y a 2 choses, en fait. Il y a une chose, mais il faut distinguer la comptabilité et la gestion financière. C'est 2 choses différentes. En France, je prends les chiffres de la France, 40% des entreprises n'arrivent pas à la 3e année. Et plus de 50% n'arrivent pas à la 5e année.
tous font faillite. Parce que le gros souci, c'est des erreurs de gestion. C'est-à-dire qu'ils confondent la comptabilité et la gestion financière, qui sont deux choses différentes. La comptabilité, c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose qui est instauré par l'État, par un plan comptable général, et c'est surtout là pour qu'on puisse payer des impôts. On nous l'impose pour qu'on puisse payer des impôts derrière, pour calculer. Ça répond à la question du combien. Mais ça ne va pas nous amener plus loin. Par contre, la gestion financière, certes, on utilise la comptabilité. On va utiliser les outils de la comptabilité, mais pour répondre à la question pourquoi. Et c'est là où rentre la rentabilité, la solvabilité, tous ces histoires de taux, de marge, et tout ça, c'est avec la gestion financière qu'on peut le faire. Et la gestion financière, on le fait, en fait, elle rentre plus en détail dans l'entreprise pour savoir ce qui se passe, pour qu'on puisse prendre des décisions qui vont sauver l'entreprise, qui vont la sauver, pour qu'on puisse être plus au clair sur nos activités, qu'est-ce qui est rentable dans l'activité, qu'est-ce qui l'est pas. Voilà, et vraiment prendre des décisions qui sont vraiment claires quoi, pour nous. Oui. Et c'est ça qu'on appelle une gestion financière. Et ça, l'expert comptable peut le faire. Mais quand on est entrepreneur, comme on n'a pas d'obligation, on n'a pas d'obligation d'aller voir un expert comptable, on se suffit à soi-même. Et on se contente juste de ce qu'on nous a demandé de donner à la fin du trimestre ou à la fin de l'année. On se contente de ça. Ça y est, j'ai fait ma comptabilité, c'est bon. Non. Vous avez fait votre comptabilité, certes, mais vous n'avez pas géré votre entreprise. Et ça, j'aimerais que les entrepreneurs fassent attention à ça. C'est différent. La compta et la gestion financière sont deux choses différentes. La gestion pousse pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Pourquoi? C'est le pourquoi, en fait. Voilà. Merci pour ta réponse. Je suis effectivement 100% d'accord. Mais moi, je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, souvent même dans les lives, je l'ai dit. Moi aussi, je suis tombée dans plein d'erreurs, notamment, parce qu'il y a d'autres domaines aussi, mais notamment tout ce qui est gestion financière, etc. Et effectivement, ce que tu dis, le déni, il est réel. Le fait de, c'est pas, parfois c'est effectivement du déni total, c'est-à-dire se dire tout va bien, mais dans d'autres cas, c'est juste, on sait que tout va mal, mais on a tellement peur, on reste dans l'inaction en fait, parce que ça nous frise, hein, je sais pas comment dire ça. Donc, on ne sait plus quoi faire, et plus on attend, et plus ce sera difficile de sortir de la situation. Et comme tu le disais tout à l'heure, finalement, ça devient un cercle vicieux où les choses s'empirent, on a de plus en plus peur, on agit de moins en moins. Et c'est comme ça que, malheureusement, un jour, on peut se retrouver face à de grandes conséquences. Donc, merci beaucoup pour le rappel. Je pense qu'il est vraiment essentiel. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est dur hein, de se rendre compte, de sauter le pas, de se dire non, je reprends mes comptes en main, on reprend sa vie en main parce que on dort plus, on est stressé. Là, je suis d'accord, c'est dur. Mais plus on continue, plus ça va être pire. C'est ça. Faut sauter. À un moment donné, il faut sauter le pas et se dire non, c'est bon, je regarde les choses en face et je fais le nécessaire. Parce qu'on s'en sort. Et le pire, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes doutent de leur capacité d'épargne ou doutent de ça. Ils disent non, je n'arriverai pas à épargner tout ça. Le premier bilan qu'on fait, ils sont là, c'est à moi tout ça? Oui, mais parce qu'ils avaient peur de calculer, ils avaient peur de faire un budget et de voir les choses en face. Alors que c'est jamais pire que ce qu'on pense. C'est si catastrophique que ça. Non, non. Alors, mine de rien, ça va presque faire 3 quarts d'heure qu'on est là, donc je vais clôturer ce live. Ouais. Merci beaucoup, Fatou, d'avoir accepté de participer. C'était un réel plaisir de t'avoir. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vais mettre ce live en replay sur IGTV. Je vais le mettre également sur ma chaîne YouTube. Si vous avez plus de questions à poser à Fatou, que vous voulez en savoir plus sur ses services, ce qu'elle dispose, vous pouvez télécharger l'annuaire qui contient ses contacts dans ma bio ici sur Instagram ou alors sur YouTube dans la barre de description. N'hésitez pas à la contacter vraiment et surtout, je le répète, la gestion financière, c'est vraiment, s'il y a une chose sur laquelle vous devez faire attention, à laquelle vous devez faire attention, c'est vraiment ce point-là pour votre entreprise. Ouais.
Ah, merci à toi, Josiane. Avec Franchement, ce plaisir. que tu fais, c'est super. Merci. L'initiative de l'annuaire et tout ça, c'est top. Donc, je te Merci beaucoup. remercie de m'avoir inclus dedans. Et Avec puis, plaisir. je te souhaite une continuation. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci pour votre Bonne participation. soirée. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao.